Merci le maître de cérémonie. Chers collègues, il n'est pas que maître de cérémonie, il est aussi enseignant-chercheur, comme il a dit, de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Merci beaucoup, André Koné. Chers invités de la table ronde, chers invités institutionnels, chers collègues enseignants-chercheurs, chers doctorants, chers étudiants, merci de votre présence aujourd'hui parmi nous. Cette troisième édition du Forum universitaire de Bamako, intitulée « Jeunesse dans la transition, jeunesse en transition, prendre la rue, prendre la route, prendre les armes », tente de porter une réflexion sur une jeunesse dans la transition prise à la fois dans la situation sociale, économique, politique et sécuritaire, avec en arrière-fond la question de leurs engagements, tantôt dans les logiques migratoires, tantôt dans les mobilités politiques, tantôt dans l'extrémisme violent. La jeunesse africaine est présentée comme une ressource par les dirigeants du continent, alors qu'elle est appréhendée en réalité comme une contrainte, voire une menace pour certains, inquiets par les questions socio-économiques et environnementales qu'elle suscite. Il faut rappeler que le Mali est l'un des pays les plus jeunes du continent africain. Je pense qu'il vient de rappeler les chiffres en 2022. Un peu plus de 14 millions de Maliens avaient moins de 25 ans, soit 65% de la population totale, tandis que 5% avaient plus de 50 ans. C'est dire combien la jeunesse malienne, elle est jeune. Et cette jeunesse y exerce a priori une profonde influence. Mais en aucun moment on a considéré sérieusement que la crise au Sahel, qui a commencé voilà plus de 20 ans, que les transitions politico-militaires qui en sont issues peuvent être celles de la jeunesse, ou encore les crises, la conflictualité qui en résulte ne constitue-t-elle pas l'expression d'une jeunesse en révolte, à défaut d'être acceptée et entendue par les arènes politiques locales et nationales? Comment, où et pourquoi la jeunesse malienne s'émancipe-t-elle du point de vue social, économique et politique? À quel prix et par quelles concessions un jeune peut-il sortir aujourd'hui des impasses d'un système qui ne laisse aucune chance? Que fait-il finalement pour forcer l'assignation dont il est victime et reprendre l'espoir quant à son avenir? De l'indépendance à aujourd'hui, la gouvernance politique au Mali a été marquée par une récupération de la jeunesse par les élites politiques. Pour rappel, sous le régime socialiste, le Mali ne disposait pas d'un prolétariat ouvrier propre au modèle soviétique, faute d'industrie. Par plus ne disait plus qu'un prolétaire paysan tel que le modèle chinois le préconisait, eu égard au système de propriété foncière traditionnelle. La jeunesse est donc mobilisée par l'Union soudanaise, Rassemblement démocratique africain, comme un véritable prolétaire révolutionnaire. Sans oublier que les parades militaires et défilés populaires étaient une occasion pour les dirigeants politiques conduits par Modibo Keïta de mettre en scène les forces vives de la nation dont la jeunesse militante constituait l'avant-garde en tant que fer de lance de la révolution, pour reprendre ici l'expression de notre collègue Ophélie Rion. Plus tard, à travers une série de regroupements sous l'égide du Conseil national de la jeunesse, le CNJ, les jeunes deviennent un objet politique, bien plus que sociologique. Et en tant que tels, ils ont toujours été utilisés comme une ressource, autant par le pouvoir en place que par l'opposition. Muselés socialement, privés de la parole publique, économiquement dépendants des chefs de famille et vivant surtout dans des conditions précaires, la jeunesse
n'est pas sans lien avec le déclenchement des crises politiques majeures qui ont été les coups d'État de 1968, de 1991, de 2012, et de façon plus définitive encore, celui de juin 2020, avec son engagement dans le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5RP, puis son ralliement aux militaires du 18 août 2020 et du 24 mai 2021. Eu égard aux conditions de leurs existences et de leur avenir, les jeunes Maliens semblent désormais rejeter les politiques nées de la révolution démocratique de mars 1991, dont les acteurs censés l'avoir portée ont perdu toute légitimité à leurs yeux. Dès lors, les jeunes retrouvent d'autres stratégies d'action politique qui les permettent de s'affirmer et de se repositionner, à commencer par les coups d'État militaires qui sont menés par les lieutenants, les capitaines, les colonels, qui montrent comment, là aussi, c'est l'affaire d'une émancipation de la jeunesse sur leurs aînés qui, par délégation, prend le pouvoir. Le rapport à l'autorité s'en trouve ainsi questionné. Si ces stratégies ont fonctionné, il faut reconnaître que, pour être une ressource, la jeunesse devrait au préalable être formée afin de participer au développement de son pays. Mais malheureusement, l'école malienne, au niveau fondamental jusqu'à l'université, connaît des dysfonctionnements et se dégrade de jour en jour. C'est à quoi s'ajoute un manque de vision politique à l'égard des enjeux de l'éducation. Aujourd'hui, l'espace universitaire malien est devenu un lieu de violence, un lieu où on ne pense plus la société, où l'absentéisme est chronique, où la hiérarchie et la bureaucratie sclérosent la pédagogie et les enjeux de la formation professionnelle. Un lieu où les grèves répétitives des étudiants succèdent à celles des enseignants qui, quant à eux, pallient la faiblesse relative de leur salaire en consacrant leur temps libre à enseigner dans les universités privées. Les étudiants qui parviennent à décrocher leur diplôme entament une longue, voire très longue épreuve en quête d'emploi, rendue d'autant plus difficile qu'ils ont acquis peu de compétences durant les années universitaires. Quant aux jeunes ruraux qui, soit n'ont pas fréquenté l'école, soit l'ont quitté avant le diplôme d'études fondamentales, le DEF, envahissent les villes pour gagner leur vie et y déambulent à la recherche d'emplois précaires et sous-développés. Au final, une jeunesse qui représente presque les 3/4 de la population malienne, mais exclue des responsabilités au sein de la société. Une jeunesse qui prostète, une jeunesse qui lutte, qui s'engage, mais mal formée par une école sans ressources ni vision. Une jeunesse qui veut travailler, agir sur le monde et transmettre, mais avec une formation déconnectée des réalités socio-économiques et où la pensée complexe est largement disqualifiée. Une jeunesse, enfin, qui supporte l'endettement et le contrôle social de leurs aînés, mais sans réel horizon d'émancipation ou pour le moins d'autonomie. Or, l'engagement ne vaut citoyenneté que si l'individu est reconnu dans sa singularité et non pas dans ses capacités de seule solidarité mécanique, pour reprendre ici l'expression d'Émile Durkheim. Dès lors, quelles sont les options qui se représentent à ces jeunes? La crise malienne n'est-elle pas l'expression d'un ras-le-bol à l'égard du dysfonctionnement politique, d'une gouvernance verticale qui ne prend pas en compte les aspirations d'une jeunesse qui fait peuple quasiment à elle seule? Une jeunesse n'est-elle pas en quête d'une nouvelle identité, longtemps restée sous tutelle des aînés et confrontée à des perspectives plus incertaines pour avoir un emploi ou encore se marier? Peut-on considérer au final la rue comme un espace public au sens politique du terme? De manière générale, les manifestations de rue ont souvent été les premiers effets déclencheurs des changements politiques.
Ce fut le cas des contestations et manifestations populaires de 2020, menées en grande partie par les jeunes urbains sous l'égide du Rassemblement des forces patriotiques, M5-RP. Un mouvement créé avec comme objectif de faire démissionner le président Ibrahim Boubacar Keïta dit ATT. Par essence hétéroclite, constitué d'associations, d'organisations de la société civile, de partis politiques, de leaders religieux, le mouvement dénonçait la montée croissante de la corruption ou encore du népotisme, alors même que la population malienne faisait face à d'importantes difficultés sociales, économiques, voire territoriales. C'est lors de la 4e sortie que les leaders du M5-RMP ont décidé d'adopter de nouvelles stratégies appelées la désobéissance civile dans les services publics pour faire partir IBK. Marches, manifestations, prières populaires se succèdent sur le boulevard et la place ô combien symbolique de l'indépendance qui finissent par ébranler le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, jusqu'à inciter un putsch militaire conduit par 5 jeunes colonels qui renversent le régime et instaurent une transition en août, puis une rectification en mai 2021, et avec l'appui massif d'une jeunesse qui n'entend plus ou qui ne veut plus rendre la parole à leurs aînés. Pour rappel, en 1968, ce sont ainsi les jeunes officiels qui renversent le premier président du Mali indépendant, mettant en terme son régime qui avait acquis une jeunesse comme instrument politique d'une dictature qui ne disait pas son nom. En 1991, ce sont les jeunes scolaires et universitaires qui ont été à l'avant-garde des manifestations pour instaurer un régime démocratique, sous le leadership encore d'un jeune officier, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, qui sera élu président une dizaine d'années plus tard. En 2012, la révolte des jeunes militaires dirigée par le capitaine Amadou Aya Sanogo met fin au pouvoir d'ATT en but à une rébellion qui met en garde une armée nationale déficiente. Mais la révolution n'aura finalement pas lieu, peut-être précisément parce que le coup d'État n'aurait pas été appuyé par la jeunesse. Le régime serait maintenu avec l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta qui reconduira les institutions de la Troisième République. On voit ici clairement le recours récurrent à la rue pour les revendications politiques pose de façon centrale la question et la place des jeunes dans la vie politique malienne. Pour autant, on doit se demander si cette jeunesse qui marche pose une revendication politique, démocratique ou pas, ou ne marche-t-elle pas plutôt pour le droit de reprendre son autonomie, le Yereta, voire sa liberté, le Yerema Oroya. Que signifie finalement le recours systématique à la rue? La descente dans la rue n'est-elle pas devenue pour les jeunes le moyen le plus efficace de se faire entendre politiquement? Ici, la rue n'est pas simplement synonyme de marginalisation, mais plutôt une métaphore de l'espace public lorsque l'on n'a pas de place dans l'espace politique et institutionnel. En revanche, est-ce que partir est une solution pour se construire socialement? Fuir la misère et l'injustice, échapper à un univers étriqué, faire fortune est une option de nombreux jeunes qui ne voient aucune perspective d'avenir sur place. Comment la jeunesse malienne perçoit les drames humains qui subissent leurs jeunes partir en migration hors de tout encadrement légal, violence, viol, raquettes par les passeurs, les noyades et j'en passe. Le fait de quitter son territoire pour d'autres lieux propices dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie, devient finalement une stratégie pour une jeunesse malienne chargée implicitement ou parfois explicitement de sauver la famille. C'est dont témoigne la logique des transferts d'argent auxquels
les jeunes partis à l'extérieur sont assujettis en tant que devoir familial. Longtemps perçu comme un choix collectif familial, comment le fait de migrer est-il dorénavant conçu par une jeunesse malienne? Exprime-t-il plus qu'avant le souhait d'une émancipation économique, politique, voire culturelle? À l'inverse, il y a ceux qui partent pour se former, créer des relations et revenir participer au développement de leur pays, même si les parcours de réussite de certains migrants qui ont pu retourner au pays sont aussi très souvent les pieds à penser pour tous ceux qui vont échouer ou ont échoué. Quand l'attente, les contestations politiques ou encore le départ en aventure n'ont pas abouti à créer un changement de situation, prendre les armes est-il un recours pour que les jeunes sans espoir, sans ressources sociales, sans ressources financières, sans ressources éducatives puissent s'émanciper? On a vu précédemment que les coups d'État pouvaient être assimilés à une action politique de la jeunesse, action qui se veut citoyenne, voire pacifique. Le coup d'État dirigé souvent contre l'État ou avec l'État. Mais est-ce toujours le cas? Quel sens donner au fait qu'un jeune, par choix ou par contrainte, puisse intégrer un groupe djihadiste ou un groupe d'autodéfense? L'embrigadement dans les groupes armés non étatiques est-il toujours le signe d'un engagement politique? Lorsqu'un jeune prend les armes au nom de l'indépendance de l'Azawad, est-ce que la rébellion contre un État qui lui offre aucune perspective, un état d'injustice sociale, ou bien une manière, certes risquée, de trouver du travail et de gagner sa vie? De même, lorsqu'un jeune rallie un groupe d'autodéfense dans une logique de mobilisation milicienne, envisage-t-il d'œuvrer à la protection de sa propre communauté, de restaurer l'intégration de son pays, ou bien de trouver un moyen d'exister au-delà de l'assignation et réservé aux cadres sociaux? Enfin, lorsqu'un jeune choisit de s'engager dans l'armée, est-ce la manifestation d'une conscience citoyenne avec l'idée de défendre la patrie, par exemple, ou bien vise-t-il à obtenir le statut d'agent de l'État et la protection matérielle et financière qui l'accompagne? De façon générale, la jeunesse qui prend les armes en attendant à tel ou tel régime de violence, le fait-elle par conscience politique, par violence d'émancipation sociale ou par souci de répondre à leur précarité économique en se battant pour s'en sortir? En tout état de cause, qui se placent sous l'autorité de leurs aînés ou de leurs officiers, ce sont bien les jeunes qui constituent la composante principale et la force vive de toute entreprise armée. Ce sont ces questionnements et d'autres encore, combien importants, qui seront débattus aujourd'hui, argumentés, agencés tout au long de cette journée, mais surtout débattus par nos éminents invités qui sont ici présents et qui ont toujours répondu à cette sollicitation et eu la gentillesse de venir s'asseoir à cette table ronde pour débattre de ces problématiques combien importantes pour la société malienne. En me réjouissant d'avance de la qualité de vos échanges, bon débat et une belle journée à vous tous. Merci.